Et attendez, ils viennent de flinguer Pépé. Ils viennent de flinguer Pépé le putois. Le seul personnage français de Warner. Ils viennent de flinguer Pépé pour la culture du viol. Comme vous l'avez vu, Monsieur Patate va être dégenré, donc ce sera Travelo Patate. Bon. Et en plus, on fait remarquer que Babar exalte le caractère rance de la monarchie et du colonialisme. Alors je rappelle que Babar est un éléphant. Enfin, fantôme ou pas fantôme, je rentre par mon chemin. Qui est-ce qui vient avec moi? Donc, il y a difficilement plus majestueux comme animal terrestre qu'un éléphant. C'est un éléphant dont la mère est assassinée par un braconnier, donc le message écologiste est assez clair. Hein, c'est un épisode traumatique, la mort de la mère de Babar, c'est comme la mort de la mère de Bambi. Bon. Alors, il est roi, oui, d'accord, donc ça veut dire aussi qu'il faut flinguer le roi lion. Enfin, il faut liquider Simba. Il faut liquider Simba. Maintenant, on fait des mots explicatifs pour Blanche-Neige, pour des tas de trucs. Et c'est ce qu'on appelle la cancel culture, donc la culture de l'effacement. Il faut bien comprendre, on va traiter le sujet en 3 points. Il faut bien comprendre déjà ce que c'est. Ensuite, il faut comprendre pourquoi ça menace particulièrement la France. Et ensuite, il faut comprendre pourquoi, comment nous pouvons lutter contre la cancel culture. Premièrement, qu'est-ce que la cancel culture? Je vais émettre une hypothèse d'histoire des idées. Pour moi, c'est un nouveau culte millénariste, iconoclaste, comme les cultes puritains ou les cultes germaniques destructeurs qui ont suivi la Réforme. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. Mais c'est le même sentiment millénariste de destruction, de volonté d'effacer le passé, d'effacer la culture. Je vous rappelle que la Réforme, par exemple, s'attaquait avant tout aux vestiges romains et grecs. Hein, tout ce qui vient d'Athènes, de Rome et de Paris, hein, Luther. Hein, Luther, ce grand auteur porté au nu dans les défilés en 1933. Enfin bon. Hein, mais sans ça, hein, il n'y a pas un fond pourri de certaines cultures germaniques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dis pas que Luther serait dû à ça, hein, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu de ça, en tout cas au début de la Réforme, ce qui a effrayé Luther lui-même, qui avant tout voulait être proche des puissants. Donc, ce culte millénariste, qui avait été bien traité dans une conférence par le camarade Robert Stuckers, se retrouve en partie, ce versant iconoclaste se retrouve dans l'islam radical et se retrouve évidemment dans ce qu'on appelle les woke, donc en réalité ce que mon camarade du PCF appelle des postmodernes, tout comme le grand Schmel Trigano les appelait comme ça. Bon, appelons-les woke, postmodernes, comme vous voulez. Pourquoi ils en arrivent là? Pour une raison, c'est que parce qu'ils ont réhabilité toutes les ségrégations pour les inverser, c'est-à-dire que on prend, parce que le but à terme, c'est de redevenir une espèce de grande, comment je vais vous dire ça, une espèce de grande indifférenciation primaire, primordiale. C'est-à-dire qu'au tout début, aucune différence, une espèce de grand magma. Ce qui, au passage, est un rêve, et premièrement un rêve capitaliste évident, parce que quand il n'y a plus rien, il reste quand il n'y a plus de différenciation, de discrimination pris au sens premier, c'est-à-dire le fait de discriminer, c'est-à-dire de segmenter. C'est une opération intellectuelle à la base. Bien là, pour le coup, vous avez la totalité du fait de marché pour vous. C'est déjà pas mal.
Vous avez également dans cette grande indifférenciation où vous n'avez plus ni hommes, ni femmes, ni nationaux, ni quoi que ce soit, ce n'est possible que par le truchement de la technique. C'est-à-dire, Monsieur Patate, Madame Patate, on va les dégenrer, donc on va enlever des pièces. On va changer l'apparence de quelqu'un pour changer son identité légale, même si on ne peut pas encore toucher à son identité biologique. Là, ce que je ne condamne pas, attention. Je dis juste que si vraiment ce sont des gens qui se sentent mal, qu'ils fassent en sorte de se sentir mieux n'est absolument pas condamnable. Je dis juste que la société, elle, qui n'y est pour rien, n'a pas à vivre une tyrannie de la minorité perpétuelle. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple simple. Une intellectuelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ingrid Rio-Creux, a fait un article sur un organisme qui est dirigé par une personne trans. Bon, ce qu'elle ignorait, et donc, elle se fie au patronyme de la personne et à son prénom, et là, l'extrême gauche dit, vous vous rendez compte, elle l'a mégenré. Et vous voyez, elle l'a mégenré. Au passage, vous la mégenrez aussi, parce que est-ce que vous lui avez demandé si c'est réellement une femme? Ah, vous confondez identité de femme, expression de femme. Et je ne suis pas un homme. Les camps sont plus très loin. Vous voyez la dinguerie, et là ça relève, et ça pose un véritable problème, ça relève de la psychiatrie. Pas le fait en soi, juste le fait de vouloir contorsionner toute la société à un caprice individuel. Je vais vous dire pourquoi. On a créé la science juridique pour éviter que le caprice privé devienne loi publique. Il ne faut pas oublier que dans notre culture, nous sommes avant tout des héritiers des Celtes, des Hellènes et des Romains. Dans notre culture, que le caprice privé devienne la loi publique, c'est un fait tyrannique. Et notre culture n'est pas une culture de tyran, c'est une culture de tyrannoctone, c'est-à-dire une culture de tueur de tyrans. Le caprice ne doit pas devenir la loi. C'est pour ça que le tyran est haï par toute l'Antiquité, la nôtre. Il est vu autrement ailleurs. Et c'est chez eux, c'est respectable chez eux. D'accord ? Bon. Et chez nous, ça s'est passé comme ça, et ça a fait notre culture. C'est-à-dire une culture qui va vers la loi et le fait de tous, la res publica. D'accord ? Donc on ne peut pas contorsionner si vous voulez, que je sois une belette libanaise amatrice de vodka pomme jusqu'à 18h45 et amatrice de vodka orange après, avant de redevenir un ragondin ambidextre pour finir en étant un putois intersectionnel. J'ai des longues journées. Que je le vive dans mon monde intérieur, pourquoi pas? Fait mal à personne après tout. Enfin, ça vous fait peut-être du mal à vous, mais ça, à la rigueur, nul n'en est comptable, nul n'en est responsable. Et de l'autre, vous allez vouloir forcer toute une société à entrer dans votre être intérieur. La question, c'est la société a un devoir de neutralité vis-à-vis de votre identité. C'est-à-dire, ok, nul n'a à vous nier ce que vous êtes. Néanmoins, la société, elle, n'a pas à plier à votre vision de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est une guerre, et c'est là où on retourne au loup, l'homme est un loup pour l'homme de Plaute, qui avait été repris par Thomas Hobbes, et qui est la fin de l'ère libérale, qui est la fin, la finalité. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a plus de société, parce qu'il n'y a plus d'être collectif, parce qu'il n'y a plus de transcendance, chacun devient son propre Dieu et recherche
et a les caprices que toute l'histoire mythologique a prêté aux dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme le réel vous résiste, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, le détruire. Alors, on efface les statues, on efface les noms, etc. Et on fait, comme dirait Goethe, on fait als ob, on fait comme si. Vous voyez? C'est du constructivisme à l'état le plus pur. C'est-à-dire que non, le monde commence avec moi. Non, non, les enfants. Le monde ne commence, il ne finit pas avec nous. C'est terrible. C'est terrible, parce que ça veut dire que nous sommes un clignement de paupières. Oui, il faut l'accepter. Nous naissons dans un monde qui est déjà vieux, auquel nous apportons une pierre. Nos enfants en porteront une autre. Je ne vois pas en quoi c'est si choquant que ça. Je le dis, hein. Je ne le vois pas. Mais bon. Y a des gens que ça a l'air de choquer. Ben moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se rende compte, parce que ça va faire... Enfin, qu'on se rende compte, pardonnez-moi, de la masse de névrose, de malheur qu'il y a dans ces idéologies-là. Vous pouvez me dire, nous ne reconnaissons pas le collectif, et à titre individuel, nous voulons. Admettons. Vous vous rendez compte qu'à titre individuel, ce genre de pensée que l'être humain peut totalement réécrire sa vie tel qu'il se veut tout le temps est faux. Vous vous rendez compte de ça? Ce n'est pas parce que... je vais vous donner un exemple. Moi, je fais partie des gens qui s'émeuvent facilement de voir une femme enceinte. Néanmoins, être une femme enceinte est quelque chose que je ne connaîtrai jamais. Et je peux faire les efforts de constructivisme, dire transsexuel, machin, ce que vous voulez, traitements hormonaux, je n'aurai pas d'enfant. Je ne le porterai pas en tout cas, parce que je suis biologiquement un homme. Point. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de vouloir effacer tous les symboles autour de moi qui me renvoient à la réalité ne fera pas disparaître la réalité elle-même. Elle va la rendre plus douloureuse. Il faut apprendre contre tous ces délires à être réalitaire et acceptant. Parce qu'on peut changer un monde si on a accepté ce qu'il était d'abord. Okay. Donc vous voyez, pour moi, c'est un délire millénariste d'effacement qui est extrêmement dangereux, parce que les gens qui se réclament de ça ont liquidé Homère quand même, donc le père de la culture hellène, pas n'importe qui, hein, c'est notre père à tous, hein, Homère, culturellement parlant. À nous, peuple méditerranéen du Nord, c'est-à-dire le celte, grec, romain. Et il y a une partie des peuples qui en ont hérité, britanniques, américains, etc. Donc c'est pas n'importe qui Homère, les mecs effacent Homère. Et le pire, c'est qu'ils disent qu'il faut réhabiliter des parts minoritaires de culture. Mais les minorités en question ne leur ont rien demandé à ces gens. Rien. Rien du tout. Ils leur ont rien demandé. De donner toute leur, toute leur place à, je vais prendre un exemple tout bête, à des femmes, depuis Christine de Pisan, il y a qu'il y a des grandes femmes de lettres en France, ça fait depuis le Moyen-Âge, hein, quand même. Hein. Faut pas non plus qu'il y ait des qu'il y ait des grands intellectuels féminins, oui. Depuis Louise Labbé, on est au courant. Hein. Merci. Hein, je rappelle que l'une des mères de la culture occidentale, c'est Hypatie. Hein. Bon, moment, faut arrêter de regarder. Faut quand même arrêter de se sentir persécuté alors qu'on ne l'est pas, juste pour avoir
des retours sur investissement, parce qu'aujourd'hui, qui n'est pas victime de quelque chose n'a pas le droit à une petite rente. Je le rappelle quand même. Hein, je vais donner un exemple tout bête. Le monde diplo vient enfin de se rendre compte que la féminisation des grands conseils d'administration s'était fait au détriment de qui? Des ouvriers, particulièrement des ouvriers femmes. C'est-à-dire que plus vous avez de femmes bourgeoises à la tête des entreprises, plus elles sont cruelles avec leurs pires ennemis qui ne sont pas les hommes bourgeois, hein, qui sont la femme ouvrier. Comme quoi, solidarité intersexe, zéro. Vous voyez, le réel se venge toujours. Mais pourquoi la cancel culture est particulièrement dangereuse pour la France? Je vais vous le dire, parce qu'en France, on a déjà l'habitude d'effacer les gens. Eh oui. Tout simplement parce que nous avons particulièrement une gauche française qui adore effacer les gens des livres d'histoire. Elle fait des procès posthumes aux gens, Audrey Breton à Maurice Barrès. Elle efface les grands auteurs. Je vous donnais l'exemple dans ma sphère, en histoire des idées politiques. Personne n'a le droit de parler de Jacques Chevalier, parce que ce grand philosophe thomiste a été 2 mois ministre de Pétain. Il n'a rien fait, il a rien fait à personne. Hein. Mais on a le droit de piller son œuvre sans le citer. Le seul homme qui avait pris sa défense dans les années 70, c'était Gilles Châtelet, le grand marxiste, qui est un homme très honnête. Le Chevalier a fait de mal à personne, hein, mais c'est pas grave. Hein, là, la gauche n'applique pas ce qu'elle applique pour Céline. Pourquoi pour Céline? Parce que Céline déteste le peuple et c'est pour ça que la gauche l'aime. Mais elle retrouve chez Céline la haine du peuple qu'elle a trouvée chez Flaubert, chez les écrivains qui ont craché sur la Commune, etc. C'est pour ça qu'elle lui pardonne tout. Sa haine de l'humanité, sa haine de la France, son antisémitisme, sa collaboration, tout. Il a été bien pire que Maurras. Bien, bien pire. Mais Maurras, on ne le pardonnera pas. Pourquoi? On a tous notre petite idée. Exemple récent, l'effacement de quelqu'un comme l'œuvre du sociologue Jules Monroe, qui a été conseiller de Jean-Marie Le Pen, et donc on a oublié qu'il était l'un des plus grands sociologues français du XXe siècle. Même chose avec Paulin, conseiller de Le Pen, on a oublié qu'il avait été le bras droit de Raymond Aron, et un des grands spécialistes du totalitarisme. Voilà. En France, on a l'habitude de ça. On efface des écrivains, on efface. Et ça, c'est une tendance, je pense, qui est issue qui est un peu issue du christianisme, parce qu'en réalité, cette tendance à l'effacement, elle est très monothéiste, parce que tout simplement, quand le monothéisme s'installe, il efface tout ce qu'il peut effacer. Généralement, il garde les bâtiments parce qu'il ne peut pas faire autrement, type les pyramides en Égypte. Mais il efface ou il réécrit. Prenez l'exemple, la notion de logos, chez les Grecs, a été entièrement éviscérée par la pensée chrétienne. Entièrement. Et on a gardé ce pli-là, que beaucoup de peuples orientaux n'ont pas nécessairement, en tout cas pas comme ça. Et dans un pays qui est très clérical, comme la France est très marqué par le christianisme, je ne suis pas surpris que cette tendance à l'effacement et à la réécriture soit très présente. Mais je crains qu'on en rajoute une couche avec la cancel culture, sachant que nous, par exemple, on va éditer l'œuvre posthume du grand philosophe français Manuel de Diéguez. C'est un homme qu'on a quasiment effacé. Enfin, moi, d'ailleurs, je lance un appel à des gens qui ont été ses lecteurs ou d'autres. Tous ceux qui connaissent Manuel de Diéguez peuvent venir nous rejoindre pour éditer son œuvre, ce qui sera le cas déjà en septembre pour la première partie, pour la première partie, le mémorial de la philosophie. Et c'était un grand philosophe qui était un des protégés de Camus. Et aussitôt Camus mort, on a voulu l'effacer, on a fini par y arriver.
Alors, il avait des défauts, hein. Il a été anticommuniste avant tout le monde, américano-sceptique avant tout le monde et souverainiste avant tout le monde. Ça fait beaucoup, hein, d'avoir raison trois fois dans une vie d'homme avant tout le monde. Ça coûte cher. Mais vous voyez, c'est un pli que nous avons d'avoir une culture de l'effacement. Ça se voit par exemple dans ça se voit jusque dans notre circulation d'idées politiques. Je vais vous donner un exemple. On a oublié où était née l'écologie. On a oublié où... c'est pour ça que des œuvres qui relatent ce passage de camp à d'autres, type celle d'Arnaud Imatz, sont fondamentales. C'est-à-dire que nous avons, c'est tout à fait normal pour un peuple d'oublier, mais nous, on oublie toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui effacent certaines personnes de l'histoire. Bon. Ça nous fait rire quand c'est Staline et Trotsky, hein. Mais malheureusement, la culture française, depuis au moins les surréalistes, fait pas beaucoup mieux. Avant, c'était autre chose. Ça se faisait pas comme ça. Dernier point, comment y résister? Alors, comment y résister? Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de ce que Maurizio Serra appelle les frères séparés. Donc, les trois fils intellectuels de Barès. Pierre Drieux-La Rochelle, Louis Aragon, André Malraux. Fascistes, communistes, gaullistes. Eh bien, ces hommes, quand Pierre Drieux-La Rochelle se suicide pour éviter d'être jugé et certainement exécuté, ce qu'il n'aurait pas tout à fait volé, son exécuteur testamentaire, qui est également, je crois, le parrain d'un de ses proches, c'est Malraux. Et celui qui veille sur la postérité de l'œuvre de Drieux dans l'édition française, c'est Aragon. Voyez. Cette loyauté intellectuelle-là, nous devons la cultiver. Nous devons l'illustrer et nous devons la protéger. Et y compris, nous devons être décomplexés vis-à-vis de notre propre culture. C'est-à-dire, on prend... C'était Bonaparte qui disait de Clovis jusqu'au comité de salut public, et on pourrait dire du bouclier de Brennus jusqu'à Emmanuel Macron. Il faut tout prendre, et il y a des choses qu'il faut affirmer, il y a des choses qu'il faut assumer. Hein, comme disait Maïs Gallo, j'assume Thiers, Pétain et Brasiac. Je crois que c'était Pétain et Brasiac. Moi, je peux dire que je suis obligé d'assumer Thiers, Pétain et Macron. Obligé. Ils ont existé, je ne peux pas le nier. Néanmoins, il y a toute une autre mémoire que elle, par contre, on essaye d'oublier, qui est la mémoire des héros, qui est la mémoire des soldats, qui est la mémoire des inventeurs, qui est la mémoire de tous les grands Français. Et Dieu sait que la France est une machine à créer des héros. Eh bien, nous devons l'affirmer. D'ailleurs, je vois que mon ami Dominique Lormier va ressortir son Comme des lions sur la campagne de 40. C'est une très bonne idée des éditions Ring. Et nous devons nous raccrocher à cette mémoire-là, ne jamais reculer, et surtout aller chercher dans notre passé les grands écrivains, les grands auteurs, et surtout de rendre cette pensée-là vivante et pas uniquement défensive. C'est la meilleure réponse pour la cancel culture. C'est-à-dire de nous replonger dans cet immense livre qu'est la France et d'en aimer chaque page. C'est un orage iconoclaste, ça dure jamais très longtemps. Donc le temps joue pour nous si nous savons tenir. Donc il faut tenir le bombardement, et ensuite, comme dirait le camarade Bernard Lugan, qui vient de sortir un livre là-dessus, après, il faut y aller à la fourchette. Donc il faut y aller au corps à corps. Eh bien, nous irons à la fourchette. Voilà. Merci à tous.